Le temps d'une liberté. On discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes. Bonsoir à tous. Bonsoir Marie. Bonsoir Mathieu. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du temps d'une liberté. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler charge mentale avec Marie du compte Sexisme Ordinaire Stop. Marie, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous. Alors, donc moi, je m'appelle Marie, je suis enseignante de profession. Je suis à l'origine du compte SOS Sexisme Ordinaire Stop. Et donc, mon compte a été créé en août 2020. Au départ, l'objectif de mon compte, c'était plutôt de m'orienter sur le sexisme au quotidien, le sexisme ordinaire, tout ce qu'on peut vivre comme discrimination en tant que femme dans la société, donc au sens large. Et de fil en aiguille, donc j'ai commencé à prendre en charge différents sujets qui se recoupent sur la question du sexisme ordinaire, donc notamment la charge mentale, la charge parentale aussi, les violences sexistes et sexuelles, etc. Et donc principalement mon compte, je l'alimente avec beaucoup de témoignages de femmes qui m'écrivent régulièrement pour me faire part de ce qu'elles vivent au quotidien, d'expériences qu'elles ont vécues qui sont plus ou moins difficiles. Et puis je partage aussi beaucoup d'autres publications, d'autres comptes, parfois des articles, etc. Merci. Ouais, c'est un compte très très riche. On vous invite à le suivre. Alors nous, on a appris pas mal de trucs à travers ce compte, donc on vous mettra du coup dans le descriptif du coup du podcast le lien si vous n'avez pas eu le temps de le noter. Juste pour introduire ce sujet sans aller trop loin pour l'instant dans la réflexion et l'analyse, mais je me demandais comment tu as découvert la première fois le concept de charge mentale. Juste rapidement, puis on reviendra dessus après tout à l'heure. Alors moi, je pense comme tout le monde, comme beaucoup de personnes, j'ai découvert le concept de charge mentale lorsque j'ai lu la bande dessinée d'Emma, la dessinatrice, qui s'appelle Fallait demander. Elle l'a postée sur les réseaux sociaux. De mémoire, je crois que c'était en 2017. Et ça a été énormément publié, énormément relayé. Et quand j'ai lu cette petite bande dessinée, vraiment, ça m'a parlé parce que je me suis dit, punaise, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît et on n'avait pas forcément mis de mots dessus. Et je me suis dit, c'est vraiment important d'en parler parce que c'est pas une question personnelle ou intime, c'est vraiment politique dans le sens où ça concerne tout le monde, ça concerne, je pense, l'ensemble des couples et il est vraiment vraiment important de mettre des mots dessus. Et lorsqu'on n'a pas de mots pour nommer quelque chose, en fait on peut pas l'exprimer, on peut pas s'en plaindre, on peut pas essayer d'avancer. Et là elle a mis en mots et aussi en dessin le concept, donc la question de tout le temps en train de penser à quelque chose, de devoir planifier, organiser, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a parlé. Alors moi, à titre personnel, étant enseignante, j'ai souvent quand même une charge mentale, ne serait-ce que par rapport aux élèves, les cours, quand les parents d'élèves m'envoient des messages, etc. Il y a pas mal de choses autour de ça. Et c'est vrai que la charge mentale domestique, elle est vraiment spécifique parce qu'elle est beaucoup portée par les femmes. Et c'est comme ça que donc j'en ai entendu parler. Et puis progressivement, je me suis intéressée à la question. J'ai aussi lu un livre en particulier qui m'a aussi appris énormément de choses. C'est le livre de Titiou Lecoq qui s'appelle Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Et justement dans ce livre, elle parle aussi de cette question de la charge mentale et de la façon dont elle se met en place et tout ce que ça peut influencer sur son quotidien de mère en particulier. Et voilà, c'est vraiment un concept qui m'a parlé parce que je pense que c'est vraiment important de le connaître et de le dénoncer pour faire en sorte que ce soit pas une source de discrimination, d'inégalité au sein du couple. Eh bien, merci. Du coup, Marie, on va passer sur notre partie un peu plus théorique. Est-ce que tu peux nous donner la définition que tu as trouvée de la charge mentale dans les articles que tu as lus ? Alors, pour la première fois, le terme de charge mentale est défini par Monique Eco en 1984. Et du coup, elle le définit par le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés physiquement. En l'occurrence, le travail, la famille, par exemple. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, je pense, en ce moment.
Après, j'ai été regarder sur un article de mémoire sur journaledition.org qui est issu d'un article même de la revue Dialogue économique, qui est édité par, je crois, une école d'économie d'Aix-Marseille. C'était sur le site du CNRS. Voilà. Et donc, qui dit que la charge mentale, c'est une injonction informelle qui oblige essentiellement les femmes à être constamment en alerte pour devoir penser à tout pour elles-mêmes, pour les enfants, pour leurs partenaires, pour l'organisation générale du foyer. Et on a la philosophe Nicole Bray, qui est philosophe à l'Université de Laval de Québec, et qui définit la charge mentale comme un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence. Je la cite. Après, je me suis intéressée à une étude sociologique publiée par Ipsos et O2 Care Service, qui est je crois, un organisme de service à la personne de mémoire, qui a été faite en 2018 et qui s'appelle Les Français et la charge mentale. Et donc, il y avait pas mal de pourcentages intéressants à regarder là-dedans. Et l'article que j'ai regardé a été commenté par Jean-Claude Kaufmann, qui est sociologue pour le CNRS. Donc dans cette étude, on a 41% des Français qui pensent que la charge mentale, c'est la gestion et l'organisation et la planification constante de tâches à la fois domestiques et parentales, et 24% pour qui c'est une question de double journée, et enfin on a 13% pour qui c'est une articulation entre vie professionnelle et vie privée. Pour les hommes, c'est davantage associé au monde professionnel, au burn-out, et alors que chez les femmes, il y a 2 femmes sur 3 qui sont davantage touchées parce que du coup elles associent ça, elles englobent beaucoup plus de choses que juste le monde professionnel et le burn-out professionnel. Du coup, elles incluent aussi toute la charge du foyer. Et alors, on a juste un homme sur 3 qui, lui, se sent touché par cette notion de charge mentale. Et du coup, on a 61% des hommes qui n'ont pas conscience du complément de la charge mentale domestique dans ce concept général de charge mentale. On a aussi un décalage sur la perception de la gestion du temps et des tâches domestiques qui va s'expliquer parce que les 2 genres placent pas forcément leurs priorités au même endroit. Et donc, il y a 86% qui, du coup, se disent, des Français, qui se disent qu'ils se sentent responsables de la gestion quotidienne. Et alors qu'en fait, pour 55% des femmes interrogées, elles pensent qu'elles sont en majorité en charge de cette gestion, alors que 50% des hommes, eux, disent que les tâches sont à égalité et elles sont juste réparties en fonction des goûts respectifs de chacun ou chacune. Mais ce qui se passe, c'est que dans les faits, les femmes vont être en charge des tâches du foyer et les hommes vont plutôt être en charge des tâches plus individuelles, comme le bricolage, le jardinage, descendre les poubelles, etc. Et des trucs comme le jardinage ou le bricolage, on peut associer ça parfois à du loisir. Et du coup, alors que la gestion des tâches du foyer, ça va entraîner un sentiment de responsabilité et pour plusieurs personnes, et donc ça va faire davantage d'angoisse parce qu'on n'est pas sur des besoins individuels, on a besoin de plusieurs personnes. Et donc, comme la responsabilité est plus lourde, ça génère plus de charge mentale. On a là 62% des femmes qui voudraient un changement et dont 50% qui aimeraient que l'initiative vienne de leur compagnon. Et là, ça pose la question de la communication des attentes de chacun dans un couple. On pense au premier épisode du podcast. Et question de l'éducation qu'on a reçue aussi par rapport à ça et aux stéréotypes des genres, etc., etc. Et 69% des hommes, par contre, eux, ils voient pas l'intérêt spécifique d'un changement. Par contre, 87% disent être prêts à s'impliquer davantage pour soulager leur moitié. Ça, c'est cité dans l'article. Là encore, moi, je m'arrête sur le terme de soulager qui, pour moi, pose problème. Mais on y reviendra dans nos échanges tout à l'heure, je pense. Et puis, il y a une dissonance, quoi. Entre 87% sont prêts à s'impliquer davantage pour soulager leur moitié, mais il y en a 69% qui ne souhaitent pas spécifiquement de changement, quoi. Oui, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une équitable répartition des tâches. C'est juste qu'ils n'ont pas la conscience de ce qu'on expliquait avant. Ouais.
Dans l'enquête, les personnes interrogées identifient la fatigue, le stress et l'irritabilité comme des signes d'une charge mentale trop importante. Et pour 82% de ces personnes, c'est l'origine d'un burn-out professionnel. Donc, le burn-out professionnel, il vient de la charge mentale qui est en lien avec la vie quotidienne du foyer. Et du coup, pour 79%, ça représente un risque d'agressivité envers les enfants ou l'entourage proche, cette charge mentale trop importante. Ce qui peut être lié à la fatigue, à plein d'éléments. Au stress et à l'irritabilité. Ouais, je pourrais vous en parler en long, en large, en travers. Ouais. Et du coup, là-dessus, moi, je me demandais si une réflexion personnelle à partir de cet article, avant de continuer et de finir, ça montre aussi, ces chiffres-là, qu'on a du mal à passer le relais, à demander de l'aide, et que quelque part, c'est mal vu de se dire j'ai besoin d'aide, je peux passer le relais, et qu'il y a une certaine peur du jugement ou de par l'éducation reçue. C'est ce que je redisais un tout petit peu plus haut, cette question d'éducation, je pense qu'elle est vraiment centrale sur tout ça. Dans les derniers chiffres que j'ai à vous présenter, c'est que 75% des personnes ont eu recours à des services d'aide à la personne pour alléger la charge mentale. Et 75 personnes, je vais y arriver, excusez-moi. 15% des personnes qui ont eu recours, c'est pas 75% des personnes interrogées, hein, mais dans les personnes qui ont eu recours à des services d'aide à la personne, il y a 75% pour qui ça a allégé la charge mentale, et dont 49% qui ont quand même ressenti une culpabilité de le faire. Voilà. Je vais terminer avec un extrait de l'article que j'ai trouvé sur Milk Magazine qui parle des couples homosexuels. Je trouvais la réflexion intéressante. Pareil, on pourra rebondir dessus après. Du coup, je cite l'article. Qu'en est-il lorsque les conjoints sont de même sexe et qu'ils ont donc été socialisés de façon identique ? Selon Jérôme Courduriès, anthropologue et maître de conférences à l'université Toulouse 2, auteur d'être en couple gay chez Pull. Dans un couple homosexuel, la répartition des tâches est majoritairement plus égalitaire, notamment car elle est plus souvent sujet de discussion. Lorsque des inégalités existent, le conjoint pénalisé a souvent une ou plusieurs de ces caractéristiques. Tolérance moins forte à la saleté, davantage de compétences liées aux tâches domestiques. De plus, il est désavantagé dans un rapport de force, notamment lié à une différence de statut social et ou de revenus. Mais c'est vrai que je rebondis un petit peu sur cette histoire d'inégalité au niveau des revenus, et c'est vrai que j'avais lu aussi dans plusieurs articles que la question du statut social, des revenus, de la culture, du milieu duquel on est issu, avait vraiment une influence justement où une personne, un membre du couple va se trouver en situation de domination de l'autre membre, et que dans les couples hétérosexuels où il y avait un déséquilibre à ce niveau-là, justement, on s'apercevait que la personne qui avait le moins de revenus, qui avait peut-être un milieu social différent, qui a fait peut-être moins d'études, souvent c'était celle qui se retrouvait d'autant plus en fait assignée aux tâches domestiques. Et donc ça fait un peu écho à cet article que tu as cité justement, où la question des statuts des partenaires entre clairement en compte. Et j'ai envie aussi de rebondir sur la question de l'aide qu'on souhaite apporter. C'est vraiment un problème aussi de langue. Je pense que dans notre société, il faut vraiment travailler d'abord en premier lieu, et en tout cas vraiment de manière très très importante, sur le langage. Lorsqu'on entend des conjoints, des hommes qui vont dire j'aide ma femme, etc., c'est vraiment problématique, parce que c'est pas une aide qu'on attend d'eux, et c'est pas une aide qu'il faut donner, c'est vraiment une participation équitable. C'est-à-dire qu'en fait, le foyer, les deux membres y vivent, donc il s'agit pas à l'un d'aider l'autre. En réalité, il s'agit des enfants, les enfants se font à deux, donc les charges sont à assumer à deux, et c'est pas un qui souhaite aider l'autre, parce que si on estime que l'un n'est que l'aidant, l'exécutant, et l'autre va être celui qui va diriger, etc., on va forcément avoir des attentes différentes, et donc on va avoir des attentes très basses pour les personnes qui sont censées juste aider, parce que c'est déjà gentil d'aider, c'est déjà bien. Et pour les personnes qui sont censées être les chefs de l'organisation, forcément, on va avoir des attentes qui sont plus élevées. Et en réalité, c'est vraiment très important de soigner le langage, parce que on continue à perpétrer ces stéréotypes, exactement parce que
continue à dire dans ce langage que finalement l'homme n'est là que pour aider. Et c'est vraiment et un d'autant problème. que le mot aider implique que on est quand on est là en aide, on est là en attente qu'on nous dise quoi faire pour aider. Et donc ça implique pour la personne qui dirige l'aidant de penser en plus à comment répartir pour que l'autre puisse aider. Donc au final, ça rajoute de la charge à la charge. Ça rajoute de la charge, et il y a aussi une fausse idée qui est trompeuse quand on parle souvent des hôtesses de maison, la femme d'intérieur. On a l'impression souvent que c'est une posture qui est valorisée par la société, où finalement c'est la femme qui va être la chef. On dit beaucoup, ce sont les femmes qui sont responsables des achats de maison, c'est elles qui vont avoir leur avis qui va le plus compter, de la décoration, etc. Mais au fond, c'est aussi un leurre, parce que quelque part, les femmes, elles se retrouvent être les chefs, mais aussi les exécutantes, les principales exécutantes. C'est-à-dire que c'est elles qui organisent la gestion, qui prennent les décisions, mais ce sont elles aussi qui les exécutent. Et dans l'entreprise, en réalité, les postes de chef, les chefs sont là justement pour donner des directives, ils ne sont pas là pour les exécuter. Il y a ensuite leurs employés qui vont les exécuter. Et dans le cas de la charge domestique, et ben souvent, voilà, les femmes se trouvent être les dirigeantes, mais aussi les exécutantes. C'est vraiment cette double dimension qui est problématique. Et puis je pense que pour compléter en fait sur la charge mentale, en fait, il y a aussi donc on a parlé des tâches quotidiennes, mais il y a aussi toute l'image en fait que le foyer renvoie vers la société. Et donc derrière sur le côté, eh ben il faut que ce soit pas la famille modèle, mais un peu que l'enfant soit tiré aux quatre épingles, ce genre de choses. Et très souvent du coup la personne qui est déjà en charge de toutes ces tâches quotidiennes vient supporter en plus ce poids en fait du faut que la maison soit bien rangée, et si c'est pas bien rangé, et ben c'est souvent entre guillemets de la faute du coup de la femme, et pas du couple ou des enfants ou tout le monde, voilà, les gens qui vivent dans le foyer, quoi. C'est redirigé vers une personne, parce que le stéréotype aussi en tout cas dans la société à cibler du coup toutes ces tâches domestiques. Alors si je dis pas de bêtises, c'est après les années 60 que ça s'est mis en place, ce genre de choses dans ma lecture, parce que c'est ce qui ressortait. Et donc du coup, elle porte en plus voilà ce côté représentation du foyer par rapport du coup aux autres familles, et qui est une charge très très importante, quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'émancipation de la femme, l'arrivée des cuisinières, ménagères, électriques et compagnie, le fait que les femmes accèdent davantage au travail, il s'est rajouté une charge professionnelle pour la femme qui était déjà en charge du foyer. Et en fait, les tâches qui étaient déjà là n'ont pas glissé, ou alors un peu plus qu'il y a 50, 60, 70 ans, mais n'empêche que il reste encore beaucoup de choses qui n'ont pas glissé, alors que du coup, comme le cadre professionnel a changé pour les femmes et du coup pour les hommes aussi, vu qu'il y a eu plus de mixité, dans le foyer, si les choses, logiquement, ça aurait dû s'équilibrer aussi, sauf que du coup l'équilibre, c'est pas, après c'est mon analyse tout à fait personnelle, là, j'ai pas forcément d'articles sur lesquels m'appuyer. Il y a des chiffres qui appuient ce que tu dis, et effectivement de nombreuses enquêtes qui ont été faites et qui ont montré que au moment de la mise en couple, déjà les inégalités s'installent, parce que les hommes perdent 2 heures en moyenne de ménage par semaine, tandis que les femmes vont en gagner par rapport à ce qu'elles faisaient lorsqu'elles étaient célibataires. La charge de travail augmente, et lorsqu'il y a l'arrivée d'un enfant, c'est encore plus flagrant. Et souvent, l'arrivée de l'enfant, elle est souvent c'est vraiment déterminant, parce que il y a aussi la question de l'arrêt maternité, qui fait que la femme se retrouve à être la première à subvenir aux besoins du bébé. Et c'est elle qui va devenir la sachante, c'est elle qui sait changer les couches, c'est elle qui sait s'en occuper, c'est elle qui va passer du temps avec le bébé. Donc au fond, les habitudes sont mises en place, et après c'est très compliqué de pouvoir ensuite les redistribuer, les changer. Et c'est encore un point qui favorise, qui entretient toujours cette question de charge mentale, de charge domestique, c'est la question de l'arrêt de maternité, parce que au fond, c'est vraiment le nerf de la guerre pour la question d'avoir une véritable égalité. Ça va encore plus loin lorsqu'on s'intéresse à la question finalement du travail. Tout se recoupe au fond, parce qu'on attend des femmes un travail reproductif
gratuit à la maison, la charge du foyer, et on attend des hommes un travail productif à l'extérieur. Donc, les femmes se trouvent, quand on est au foyer, ont des difficultés à reprendre le travail ou trouver un emploi lorsqu'elles sont autour d'un âge de procréation, parce qu'on a toujours cette crainte qu'elles vont se trouver enceintes et donc demander un arrêt, etc. Et c'est un cercle vicieux qui s'engraine parce que ça devient compliqué, donc la femme a tendance à peut-être mettre sa carrière entre parenthèses, ou aussi par contrainte, et le cercle après s'alimente, et c'est vraiment ce cercle qu'il faut absolument casser, et c'est faire en sorte que le couple soit égaux, non seulement dans la question de la sphère privée, mais dans la question de la sphère politique, la sphère publique, et donc le monde du travail. Ça commence aussi par le monde du travail, lorsque les hommes auront un congé paternité Totalement. qui sera équivalent à celui des femmes. Là, on pourra voir que les femmes sont moins discriminées à l'embauche, et donc qu'elles pourront plus se concentrer sur la carrière, et on va se retrouver avec des situations qui sont plus égalitaires à mon sens. Ouais, pour rebondir avec toi sur ce que tu as dit là sur le congé parental, en tout cas, c'est vrai qu'on voit que le congé, quand il y a un congé paternité qui est pris ou un congé parental, il vient souvent, en tout cas pour le papa, il vient en parallèle du coup des mamans, et pas de manière solo, en fait, comme on peut avoir dans certains pays nordiques, où le parent apprend du coup à gérer seul l'enfant, et du coup tout ce qui incombe en fait derrière toutes les tâches. Et bah oui, parce qu'on est à la maison, mais c'est pas parce que là on est à la maison qu'on est en train juste de s'occuper du nourrisson. Et ça c'est vraiment un point d'évolution. Je lisais un article sur la charge, sur aussi le moment où ça vrille, en fait, le moment où on peut avoir des couples qui sont, surtout à l'heure actuelle, des couples qui sont plutôt équilibrés avant d'avoir un enfant. Et justement, le passage avec le congé maternité, et ben hop, ça se décale, et puis l'habitude se prend, et ça glisse gentiment. Et si la personne, si le papa, donc plutôt, ou le coparent, après je sais pas, j'ai pas lu voilà d'éléments sur les couples homo, mais du coup c'est là où s'il y a pas une remise en question de l'autre parent, bah ça complique clairement les choses pour reprendre en charge du coup toute cette charge qui est très très importante. D'autant que le congé maternité, qui arrive donc après l'accouchement, il n'est pas juste pour apprendre à être parent et à s'occuper de l'enfant. Il est aussi là pour récupérer, se reposer, reprendre des forces, etc. Parce que mine de rien, tout le corps, en tout cas pour les personnes qui ont donné la vie, il y a eu quand même la grossesse, l'accouchement, qui physiquement, hormonalement, etc. Il y a plein de choses qui font que il y a de la fatigue, et du coup ça vient s'accumuler. C'est en même temps on prend une nouvelle place, on se retrouve à la maison à faire encore plus de choses, et en même temps il faut quand même récupérer de ce corps qui est fatigué et qui a subi plein d'épreuves, et on se retrouve à reprendre le travail au bout de 3 mois en disant ça va, tu viens de sortir 3 mois de vacances là, rien. Et puis du coup et en même temps et ces nouvelles habitudes dont tu parlais qui se sont prises à la maison avec un glissement des tâches, etc. Et au final ça fait beaucoup. Et je pense que c'est bien pour ça qu'il faut parler d'arrêt maternité et pas de congé maternité. Moi j'ai pris soin de le dire parce que c'est pas un congé c'est des vacances, et là c'est tout sauf des vacances. Tout comme le congé parental, c'est pas des vacances non plus. Ouais. Donc c'est des choses qui peuvent évoluer. Et il y a un bouquin qui est assez intéressant. J'ai plus le nom. C'est la numéro 2 de Facebook là qui a fait qui a écrit tout un bouquin sur sur la place des femmes justement dans le milieu professionnel, et comment atteindre un équilibre pour que ça impacte aussi les foyers. Et elle parle typiquement du congé parental, que tant que tout le monde n'aura pas cette même durée systématiquement appliquée de base, et donc du coup, comme tu disais tout à l'heure Marie, ça n'engendrera plus de discrimination à l'embauche en se disant cette personne va être absente tant de mois, et ben on le sait, en fait on le saura que tout le monde aura ce temps-là, et j'espère que ça va évoluer rapidement.
J'ai quelques doutes, mais je croise les doigts. J'ose espérer. On a parlé un peu des conséquences tout à l'heure de toute cette charge. Donc, on parlait des burn-out, qui soient des burn-out parentaux, professionnels. Alors, je sais même pas si on peut distinguer les deux. C'est peut-être plus un abus de langage, entre guillemets, que quelque chose d'avéré. Oui. Enfin, un burn-out, il est global. Du coup, ça a un impact. En fait, l'un a un impact sur l'autre, et c'est ce que disait l'enquête, et je trouve même, est très vrai, c'est que ça part d'abord du personnel, et du personnel, ça a un impact sur le professionnel, et au final, on se retrouve en épuisement professionnel parce qu'on essaye de tenir le coup sur le personnel, et c'est corrélé. Et du coup, c'est Emma qui dans les BD là qu'elle, je sais plus laquelle, je crois que c'est Un autre regard d'eux, qui disait très justement que même pour les mères, quand on parlait de dépression postpartum ou de je sais plus comment, il y a un autre mot que la dépression postpartum, ce qui arrive, le baby blues. En fait, on dit que c'est les hormones, c'est pas les, enfin, alors il y a sans doute les hormones qui rentrent en ligne de compte, mais la véritable c'est l'épuisement en fait, qui est logique. C'est celui-là dont je parlais là. Ah oui, complètement. Hein. C'est vrai qu'on a sur la question de la santé des femmes en particulier, on est beaucoup sur un discours essentialiste où on va ramener le corps des femmes à quelque part à une forme d'essence, et toujours la question des hormones. Et on dit beaucoup que effectivement c'est la chute hormonale qui est responsable de nombreux maux MAUX, et en réalité il faut quand même se poser des questions. Lorsqu'on accouche, c'est quand même l'équivalent d'avoir couru un marathon. Lorsqu'on imagine qu'on se couche et que pendant des mois on a un réveil qui sonne toutes les 3 heures, n'importe qui serait au bout du rouleau. Donc il y a vraiment cette question à explorer, et je pense que on enjoint tellement les femmes à être parfaites à travers la maternité, ne pas se plaindre, on n'en parle pas, il y a une forme d'omerta aussi, et c'est ce qui laisse penser aux femmes qui vivent ces situations que ce sont elles les problèmes, ou c'est un problème individuel. Et en réalité, je pense que c'est vraiment un problème public, un problème qui est vraiment majeur et qu'il est vraiment important de mettre en lumière. Ça commence à se faire un peu plus qu'il y a quelques années, on commence à en parler, mais c'est pas encore suffisant. Faut vraiment se questionner, être là pour aider. Et il y a quand on s'intéresse un peu à la question de la maternité, c'est vrai qu'on constate malgré tout qu'il y a beaucoup d'aide et beaucoup de prise en charge au niveau de la grossesse. Et après, à partir du moment où la femme a accouché, finalement, après, tous les regards sont tournés vers l'enfant, le produit de ce qu'elle a, justement le produit qu'elle a fait. Et la femme est délaissée. Et ce qui est important, je pense, et je parle de la femme, et les pères aussi sont concernés, de s'occuper de s'occuper de la santé psychique des parents. Et l'adage qui nous dit qu'il faut tout un village pour élever un bébé, je pense qu'il faut vraiment le prendre au sérieux. Notre façon de vivre en société, c'est la famille nucléaire, donc avec l'enfant qui est là au sein du couple, et qui n'est pas forcément le modèle le plus efficient, et en particulier pour les femmes finalement, parce que il est beaucoup plus bénéfique pour le père que pour la mère, puisque c'est elle qui va se retrouver finalement à gérer un peu tout ça seule. Et il est vraiment important je pense, de reconsidérer tout ce qu'on peut, tous les schémas parentaux, et aussi surtout de pouvoir libérer la parole, mais surtout de pouvoir l'écouter et prendre des mesures. Et aussi aller travailler, mais là du coup ça va au-delà de ce qu'on peut faire nous, mais surtout ce qui est comme dans les médias, le marketing, où du coup on est encore beaucoup sur une représentation féminine dans les publicités, etc., des tâches ménagères quotidiennes, ou même dans les genrages des jouets. Enfin, il y a encore quand même beaucoup de travail à faire là-dessus, parce que ça vient là en fait, hein. Quand on voit que les rayons filles, c'est essentiellement des poupées avec des magasins, des caddies, des tables à repasser, de je sais pas quoi, enfin des machines à coudre et tout, et des trucs de ménage, et du coup les rayons des garçons, on est encore sur des jouets de voitures, de loisirs, machin, etc.
tant qu'on est sur un genre âge comme ça, forcément on vécu des stéréotypes qui enjoignent les petites filles. C'est ce que, pareil, Emma il explique que dès toutes petites, les filles elles sont enjointes à jouer à la poupée, les gamins et les garçons. Alors après ça dépend du travail que font les parents là-dessus, mais n'empêche que dans les magasins, c'est ces stéréotypes-là qui sont véhiculés. Et même si les parents ils font attention dans les cours d'école ou quand les gamins ils vont dans les magasins, ils peuvent aussi avoir ces images-là qui arrivent et qui vont être dans les pubs et etc. etc. Et c'est tout un travail de com et de sensibilisation, mais de manière globale en fait sur le marketing et qui est véhiculé. Ça encore, je pense effectivement depuis les années où on a commencé à développer la publicité par rapport à tous des trucs de la ménagère qui peut avoir de l'aide parce que les machines sont là et c'est une bonne hôtesse et machin dans les années 50-60 là, et du coup qui a continué de se développer au fil des années. Et c'est vrai que la question d'éducation est absolument centrale parce que il faut se déconstruire nous en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant que citoyens, citoyennes, et c'est absolument fondamental parce que même en ayant un esprit critique, en étant en train de réfléchir à ces questions, parfois on a encore du sexisme intériorisé. On a des biais sexistes autour de nous et il est vraiment important de pouvoir les cibler pour essayer de les déconstruire au mieux. Et il est clair que tant qu'on continuera à élever les enfants en les orientant vers des faux choix de jouets, de loisirs, etc., on continuera à perpétuer cette exploitation des femmes par les hommes en réalité. Et il est vraiment vraiment important, je pense. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire à titre personnel. Déjà dans ma profession, j'essaie de sensibiliser les élèves, mais c'est vrai que les stéréotypes, les idées reçues, tous ces préjugés sont terriblement ancrés déjà chez eux, alors que même pour des enfants jeunes, hein, et c'est vraiment c'est tout un travail titanesque parce que il faut, je pense, déjà être capable de se déconstruire en tant qu'adulte pour pouvoir éduquer des potentiels futurs parents en fait. Et c'est là que les fruits seront seulement perceptibles lorsque déjà les parents seront déconstruits, seront prêts à comprendre. Et puis, évidemment, il faut aussi se poser la question de à qui sert le patriarcat, à qui sert cette exploitation des domestiques des femmes en fait au sein des foyers finalement, parce que il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont pas prêts à changer parce que ils y retrouvent leur compte quelque part à juste titre. Donc, il est vraiment important de pouvoir interpeller sur ces sujets et d'ouvrir les esprits et de travailler vraiment. C'est un véritable travail éducatif qui passe par le langage, qui passe par l'éducation en priorité, et retravailler aussi sur soi-même en fait en tant qu'individu. Et Mathieu, moi j'avais une question pour toi. Je sais pas si tu veux bien. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton expérience à toi? Moi du coup, alors sur la charge mentale. Ouais, alors nous, on est un foyer du coup avec ma conjointe et 2 enfants en bas âge. Moi, on casse un peu les clichés parce que ma conjointe gagne beaucoup plus en niveau financier. Elle a un niveau de rémunération qui est bien plus important que le mien. Elle fait plus d'heures que moi. Donc du coup, c'est vrai que moi, je porte aussi pas mal de charges en fait, pas mal d'éléments parce que si je veux qu'elle s'épanouisse, je peux pas lui laisser tout à faire entre guillemets, et je ne veux pas en plus parce que pour moi l'objectif du couple, il y a l'épanouissement professionnel et personnel, et que si on croule tous sous la charge du foyer, on peut pas s'épanouir quoi. Donc nous on a réfléchi un peu comme ça, comment on organisait notre foyer, comment on organisait nos missions entre guillemets. Moi je parle de mission plus avec la mission, c'est pas que la tâche en fait, c'est vraiment réfléchir de A à Z, c'est-à-dire que moi je suis plutôt en charge de la cuisine, mais vu que c'est moi qui est en charge de la cuisine, je suis en charge aussi des courses parce que faut savoir ce qu'on va acheter pour faire à manger. Et puis derrière, en plus j'ai d'autres valeurs qui font que j'aime bien tout cuisiner, être avec des produits un peu locaux, tout ça. Donc ça rajoute un peu de travail, mais je le fais parce que je trouve que c'est aussi épanouissant en fait d'aller chercher ça et d'aller chercher le bien-être en fait du compagnon ou de la compagne. Je pense que ce côté épanouissement et bien-être,
Si on le mettait en face un peu de chaque personne, en tout cas de chaque mec, si on entretient le cliché, et qu'on lui dit est-ce que tu souhaites que ta compagne ou que ta compagne ne soit pas épanouie, je pense que la réponse elle serait assez directe, où les gens non, ils cherchent pas à ce que les gens ne soient pas épanouis, quoi. Mais sauf que ils n'arrivent pas à mentaliser, ou en tout cas ils n'arrivent pas à prendre en compte ce que ça représente, la charge qui est présente, et ce que ça représente de manière globale, que oui, quand on est au travail, il faut penser à le plat que je vais faire ce soir, et est-ce que et ça m'arrive très très régulièrement, et je suis là, oui, c'est vrai, en train de gérer en même temps. Moi, je travaille dans l'éducation, mais dans l'éducation populaire, et en train de gérer mes plannings d'équipe, et en même temps de dire effectivement, ce soir, est-ce que c'est plutôt tarte ou plutôt soupe? Qu'est-ce qu'on fait en fonction du timing? Mais c'est vrai que je rencontre peu d'homologues de sexe masculin, en tout cas qui se revendiquent de sexe masculin, qui occupent à peu près la même place que moi. Et pour revenir du coup sur les conséquences, s'il n'y a pas d'épanouissement, très vite aussi le couple peut sauter. Les gens que je connais autour de moi où ça s'est séparé, la charge mentale, elle est quand même assez centrale, hein, dans la rupture, ou dans le non-épanouissement. Donc du coup, forcément, ça pète, parce que pourquoi rester dans un schéma où on n'est pas heureux, quoi. Moi, j'allais dire, mon divorce est arrivé, ça faisait, je pense, 3 ans que j'étais en burn-out, en fait, et jusqu'au moment où point de rupture, et là, c'était trop. Et on s'en rend compte, mais un peu tard, en fait, cette prise de conscience. Mais la question de la charge mentale et des tâches domestiques, à mon avis, elle est centrale dans tous les couples. À titre personnel, moi aussi, je l'ai vécu. C'est vrai que lorsqu'on a une source de dispute, c'est rare, mais quand ça arrive, c'est souvent à cause de ça. Après, comme pour toi, Mathieu, on a réfléchi aussi à des missions. Et nous, ce qui nous a beaucoup aidé pour la cuisine, c'est d'utiliser des livres avec des menus, et donc de faire du batch cooking. Donc soit le faire tout d'un coup, soit les faire même au fur et à mesure, peu importe, mais en tout cas, ça nous a enlevé beaucoup de choses, parce que au bout du compte, on choisit le menu, et après, donc c'est lui qui fait il écrit la liste, il fait les courses, et après, donc pour les repas, on cuisine ensemble, on fait ça le soir, le week-end, peu importe, mais donc ça nous a enlevé une sacrée épine, parce que au bout du compte, finalement, ça retire cette il y a des tâches qui sont quotidiennes, donc c'est tous les jours, et parfois c'est même 2 fois par jour, donc comme les repas. Donc c'est pour ça que c'est important d'être organisé et de se déterminer des tâches. Donc je pense que chaque couple peut trouver ses solutions. Nous, on avait déjà essayé de l'alternance, mais on a préféré en fait soit faire des tâches en commun, soit s'octroyer des tâches mais spécifiques, comme ça. On sait qu'on pense à ce qu'on doit faire, et on fera jamais une autre tâche ou exceptionnelle. Mais ça évite si tu te partages la responsabilité, tu te rends compte qu'il n'y a pas forcément les mêmes exigences. Et en parlant d'exigences, un des tips que j'ai pas mal entendu, et que je conseille aussi aux copines qui sont en galère avec leur mec, c'était de confier du coup la mission complète, et de pas aller chercher à vérifier si ça a été fait, si ça a été bien fait, parce que forcément on a chacun aussi des attentes par rapport à chaque mission, entre guillemets. On part tous avec notre petit sac à dos, comme je dis, le petit sac à dos du vécu, qu'on a de l'enfance, et puis après de l'adolescence, du jeune adulte, tout ça. Et alors déjà, pouvoir en discuter pour savoir les niveaux d'attente de chacun, mais pas se transformer, entre guillemets, en chef des travaux finis, là, et repasser derrière, parce que forcément, ça va créer aussi un sentiment de flicage qui est pas bénéfique. Alors, ça veut dire que derrière, il faut être prêt à lâcher, et ça, c'est pas simple. C'est pas simple, surtout quand. Donc après, ça se rediscute. C'est des choses. Je pense que la discussion, comme on en a parlé maintes et maintes fois, elle est centrale dans le couple, et elle est essentielle. Penser que l'autre pense pareil que soi, c'est un des premiers problèmes qui favorise, qui crée des tensions, et parce qu'on avait pensé que la serviette elle se pliait en 3, et en fait non, moi j'aime bien la plier en 4, et donc du coup
ça peut créer de la tension. Ou le rangement, avec certaines zones où on peut être bordélique, et puis ça c'est moi, hein, des fois je suis bordélique sur certaines zones, et puis il y a d'autres zones où je peux être très très maniaque, mais alors pour des raisons, je sais même pas pourquoi, mais du coup, si on communique pas, et donc si on fait pas attention à l'autre là-dessus, et ben ça crée de la tension, et le but du jeu c'est quand même de vivre ensemble, et de vivre ensemble épanoui, quoi. Il faut avoir conscience aussi que finalement, on a aussi souvent en tant que femme des attentes qui sont élevées parce qu'au fond, la société, elle a ses attentes sur nous, et que si quelqu'un vient chez nous, un couple d'amis ou des proches, c'est nous qui vont regarder s'il y a quelque chose qui n'est pas arrangé, et on va souvent avoir tendance, même intérieurement, à juger la femme en se disant, bah tiens, elle ne sait pas tenir son Les intérieur. projections sociétales. C'est des phrases terriblement sexistes. Exactement. Et c'est pour ça souvent que voilà, les femmes vont peut-être avoir des attentes plus élevées parce qu'elles ont été socialisées avec ces attentes. On perçoit cette pression quelque part, pas forcément palpable, mais qui est là autour de nous, qui se pose sur nos épaules par rapport à la gestion du foyer. Et donc, il faut d'abord, dans un premier temps, essayer de se détacher de ça pour pouvoir après s'épanouir et se connaître mieux. Et c'est vrai que on peut voir aussi dans d'autres activités qui sont considérées comme genrées, le phénomène inverse, par exemple sur la question du bricolage ou des travaux, par exemple dans une maison, toutes les attentes vont plutôt être davantage axées sur le conjoint, et donc les femmes vont se sentir moins, peut-être, ils vont pas forcément s'investir moins, mais en tout cas, tout ce qu'elles vont faire va être davantage valorisé. Alors que si c'est l'homme qui va s'investir dans des travaux de rénovation, on va trouver que c'est normal, donc on va pas le complimenter de la même manière que une femme qui s'occupe de son enfant, personne va la complimenter. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Ouais, espèce de médaille du papa. Ah oui, tiens, d'ailleurs, au niveau des images qu'on peut te renvoyer, toi, Mathieu, ou enfin, je sais pas, par rapport à votre mode de fonctionnement, tu as eu des retours un peu étranges, je sais pas. Alors, je pense, ouais, je sais pas trop. Alors, je pense que déjà, étant un homme, les attentes, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, les attentes sociétales sont plus faibles. Donc, du coup, ça limite les choses. Et puis, il y a aussi on vit aussi dans un cercle social qu'on choisit plus ou moins. Et donc, du coup, ça aussi, ça fait en sorte qu'on on essaie. Je pense que c'est tout être humain, mais on essaye d'être avec des gens qui nous ressemblent. Et donc, ça favorise les choses. Après, c'est vrai que mon entourage se construit beaucoup plus de personnes de sexe féminin, ou en tout cas qui s'identifient comme telles, donc cis ou trans. Mais du coup, voilà, c'est parce qu'aussi je partage peut-être plus de valeurs, et plus de valeurs de déconstruction là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de retour particulier là-dessus. En tout cas, pas direct. Et si c'est direct, ça m'est déjà arrivé dans le monde du travail, où j'ai un poste plutôt de responsable, où j'utilise du coup le fait d'être hiérarchiquement au-dessus de certaines personnes pour ressortir, voilà, pour mettre en avant que c'est des arguments sexistes, et leur demander comment ils justifient en fait de tels propos, quoi. C'est la petite entorse que je fais dans mon travail, mais que j'aime bien faire. Typiquement, je demande si cette activité se déroule ou pas avec les organes génitaux. Typiquement pour la cuisine, et si c'est le cas, je dis, alors c'est pas pour les enfants. J'aimerais pas manger chez toi, quoi. Mais voilà, c'est des petites phrases. Je pense que le sexisme, ouais, là on dévie sur le sexisme, hein, mais je pense que voilà, la charge mentale est liée au sexisme. Totalement. Forcément. Et c'est un travail du quotidien de pouvoir dénoncer des petites phrases, des expressions, des choses qui arrivent, et qui sont pas normales, parce que on n'a pas à être jugé en fonction de son genre, mais on doit être jugé en fonction de sa personne. Et moi, je pense que c'est important d'avoir des petites phrases comme ça, parce que même si on nous dit aussi beaucoup qu'on n'est pas là pour faire de la pédagogie et de déconstruire aussi les autres, mais malgré tout, même
en tant que personne sensibilisée, parfois, on peut se retrouver en se disant qu'on a des biais sexistes et parfois, de pouvoir les mettre en lumière, ça permet de faire réfléchir et de se questionner de manière sincère. Donc, il faut aussi que la personne soit prête à l'entendre, hein, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui seraient prêtes à se remettre en question et à évoluer. Et je pense qu'on a tous un chemin. On n'arrive jamais au bout, en fait, au fond, et on est toujours sur ce chemin et à se déconstruire progressivement. Et c'est toujours important de pouvoir, de pouvoir argumenter et de justifier, parce que il y a beaucoup d'états de faits qu'on considère comme naturels alors qu'ils sont totalement construits. Et c'est vraiment cette question qu'il faut mettre en évidence, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur la question de la nature. On peut parfois penser que c'est dans la nature, etc. Mais en réalité, il y a énormément de construction sociale derrière, et c'est précisément ça qu'il faut pointer. Bah, oui, typiquement, hein, sur le côté biologie, des choses qu'on peut attribuer sur le côté biologique, typiquement, les garçons ont un sens d'orientation plus développé. Mais en fait, il y a des études sociologiques qui ont démontré que les garçons jouaient plutôt plus dehors. Et le fait qu'ils jouaient plus dehors, du coup, développait plus ce sens-là, ce sens de l'orientation. Et donc, du coup, c'était une compétence qui était construite et pas acquise et pas une compétence innée, quoi. Et je pense qu'il y en a un paquet de choses comme ça. Et du coup, vous avez déjà été au moment de surcharge mentale et si oui, comment ça s'est matérialisé concrètement? Enfin, si vous voulez répondre à la question, bien sûr, c'est pas une obligation, mais je me dis que ça peut intéresser des personnes qui sont peut-être dedans, qui ont du mal à voir les signes ou des choses comme ça. On peut peut-être en parler de ces signes de surcharge mentale. Ou si peut-être, Marie, tu as eu des témoignages en ce sens aussi, donc tu peux, si tu n'as pas forcément d'expérience perso à partager, mais en tout cas de témoignages que tu as reçus via le compte Insta. Moi, à titre personnel, non, j'ai pas vécu de surcharge mentale, parce que déjà, c'est vrai qu'on a fait le choix de pas avoir d'enfant avec mon conjoint, ou en tout cas, on n'en a pas pour l'instant, c'est sûr. Et donc, on n'est pas, on peut pas dire qu'on ait une charge mentale forcément très pesante. On a une organisation qu'on a trouvée au bout de quelques années, qui nous convient, et donc qui nous permet de nous dégager du temps malgré tout. Et quand même, moi, de par mon métier, je suis très très organisée, donc ça, voilà, on s'organise aussi au quotidien, et donc j'ai pas vécu de surcharge. En revanche, oui, je reçois beaucoup de témoignages sur la question, et sont souvent c'est des témoignages après qui recoupent un peu de nombreux sujets. Donc la question de la maternité, la question du partage des tâches, la question de toutes les injonctions qui sont aussi au sein du couple et que la société fait peser sur les épaules. Donc c'est pas simplement la charge mentale, c'est aussi la charge esthétique, la charge contraceptive, la charge émotionnelle aussi. Donc et c'est vrai que sincèrement, c'est quelque chose qui est vraiment très je pense que vivent toutes les femmes, parce qu'au bout du compte, nous, on a notre organisation, malgré tout, je me dis, j'ai souvent l'impression, malgré tout, peut-être plus dans la question de l'initiative, malgré tout, sur la question du foyer, finalement, parce que je pense j'ai été conditionnée à me dire que finalement, j'ai un côté leader aussi, donc certainement, mais tout ça, c'est aussi un conditionnement social qui nous fait penser malgré tout qu'on reste la personne référente à nos yeux. Alors, est-ce que c'est une question d'ego? Qu'est-ce que c'est une question de construction? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Et la surcharge, moi, je la vis vraiment à travers les témoignages. Beaucoup de femmes qui sont en particulier mères de très jeunes enfants, de tout petits, qui sont vraiment en souffrance, parce que c'est souvent au moment de l'arrivée du bébé qu'ils se rendent compte que c'est compliqué, parce qu'il n'y avait pas toute cette anticipation. On parle très 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 peu des difficultés. On a beaucoup cette injonction qui nous dit qu'avoir un enfant, c'est que du bonheur, et donc on s'imagine pas que derrière il y a toute une organisation mentale et à avoir, en fait, et souvent les pères sont beaucoup dans les témoignages que je reçois. Les pères se désinvestissent et passent davantage de temps à leur travail. Et c'est vraiment un sujet qu'il faut mettre en lumière, parce que c'est des femmes qui sont en souffrance,
et qui souvent pensent que c'est un problème individuel. C'est-à-dire que c'est elles qui le vivent à titre individuel et que c'est un problème de couple. Mais en réalité, c'est vraiment un problème qui sociétal, ouais. est public, parce que c'est un problème qui est rencontré par exactement un problème sociétal qui se retrouve dans la sphère privée, mais tous les foyers, je pense, une grosse partie des foyers. C'est des choses où il faut pas hésiter à parler autour de soi. C'est des parler, je pense parler dans son couple, parler autour de soi. C'est un peu comme il y a pas mal de sujets qui font redondance, où on a l'impression d'être tout seul, et puis en fait quand on commence à en parler, c'est des choses qui remontent, et en fait on se rend compte qu'il y a une majorité des gens qui sont touchés, hein. Ça me fait penser au sujet type de la fausse couche, où on a l'impression d'être un peu solo, et puis en fait on se rend compte qu'il y a tout le monde il y a pas mal de gens qui ont été touchés par aussi, ça, quoi. Et donc pouvoir partager. Ouais. Il y a aussi beaucoup. Vas-y, Marie. Ouais. Je disais, il y a aussi beaucoup de femmes aussi qui n'ont pas conscience du problème. Il y a celles qui sont en souffrance, qui savent que effectivement il y a un problème, elles portent tout sur leurs épaules, et il y a celles qui ne s'en sont pas déconstruites non plus et qui finalement ont endossé ça comme étant leur rôle. Et c'est vrai que pour en discuter aussi avec des collègues et pas seulement à travers mon compte, il y a beaucoup de femmes aussi qui considèrent que quelque part elles voient pas le problème, peut-être qu'elles veulent pas le voir, et ça me fait penser à un ouvrage que peut-être que j'en parlerai un peu plus tard, de Marion Garcia, qui s'appelle On ne naît pas soumise, on le devient. Et c'est la question aussi justement de quels avantages on peut trouver à cette soumission. Et finalement, il y a des femmes qui sont pas prêtes à regarder la réalité en face parce que c'est trop difficile, et ça engendre beaucoup de changements, voire de souffrances. Et donc il faut pouvoir mettre des mots sur les problèmes, se rendre compte qu'il y a un problème, les identifier et pouvoir agir. Et ça se fera pas sans les hommes, sans les conjoints, en tout cas, ça se fera pas. Clairement. Et des gens qui se retrouvent typiquement en couple solo et qui après où la charge mentale, en fait, elle est aussi importante que s'ils avaient quelqu'un à gérer, donc à gérer. Quand je dis à gérer, je parle du conjoint, du coup, et qui s'épanouissent plus, du coup, derrière, parce que ils sont solo, même si c'est dur, et parce qu'il faut porter tout seul. Et on porte tout seul, mais on n'est pas en attente d'avoir quelqu'un à côté qui est en train de dormir dans le canapé, quoi. Et on n'a pas cette personne à gérer en plus. Exactement. Ça, c'est la question de la garde alternée. Moi, j'ai deux collègues qui ont divorcé il y a quelques années et qui se sont trouvés en garde alternée, et au bout du compte, elles apprécient énormément, hein, parce que ça a changé beaucoup de choses. Elles m'ont dit que de toute façon, elles géraient tout, et là, quelque part, avec la garde alternée d'une semaine sur deux, chacun est obligé de prendre sa part. Après, malgré tout, il y a des choses qui restent sur, typiquement les prises de rendez-vous médicaux pour les visites annuelles des enfants, aller chez le coiffeur. Il y a des trucs, en fait, ça ne change pas malgré la séparation. Mais il n'empêche qu'effectivement, ça allège beaucoup. Après, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est aussi quand on est parent et que ça arrive, déculpabiliser, d'apprécier ce temps où on est sans les enfants, parce que la charge mentale est moins importante et qu'on peut se recentrer un peu sur soi. Mais en même temps, on se dit, ouais, mais c'est mes enfants, ils me manquent, je devrais pas ressentir. Donc c'est réussir à faire la paix avec tout ça aussi qui peut être un peu compliqué. Ouais, juste un petit, alors je sais pas un petit tips, mais en tout cas un petit élément. Ce que tu viens de dire, Marie, là, ça me fait penser à ça. C'est que la charge mentale, on parle de la charge mentale quotidienne, mais il y a aussi la charge mentale annuelle, du coup, avec les fameux rendez-vous, la gestion des vacances, la gestion, en fait, il y a des éléments qui sont quotidiens, et il y en a d'autres qui sont un peu plus larges, et pouvoir prendre en compte le spectre complet, c'est là que ça peut prendre du temps, mais c'est là où c'est important pour que chacun se sente pas lésé, entre guillemets, sur tous ces éléments-là. Donc vous pouvez faire des tableaux, des listes, vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Il y a plein d'outils qui sont très très intéressants si vous avez besoin, du coup, d'organiser un peu votre couple, comme on organise une entreprise, hein, ça peut marcher pareil. Bon, là c'est mon côté logisticien qui parle aussi. Alors comment je vais manager mon couple?
en fait, c'est une Oui, non, mais relation bien entre sûr, deux je te personnes, donc taquine. c'est comment on Oui, se comprend, comment on fait en sorte d'un bon d'avancer ensemble, fonctionnement quoi. à deux. Et qu'il n'y en ait pas un qui soit entre guillemets tranquille et que l'autre ils sont en train de mourir par l'ensemble des tâches, quoi. Euh, j'ai l'impression qu'on voit plus l'image du père des années, je sais pas, 60, 70, qui est devant le canapé en train d'attendre, en train de regarder la télé, en train d'attendre son plateau repas avec la femme qui cuisine. Je pense que ça a évolué, ça, mais la charge, elle reste quand même majoritairement aux femmes d'autres manières, quoi. Dans la mesure du possible, il faut essayer de faire la prévention. Alors, c'est pas toujours facile parce que ça dépend à quel moment on est sensibilisé dans sa vie, mais c'est vrai que déjà envisager les questions avant qu'on, par exemple, lors d'une mise en couple, avant de vivre ensemble, déjà en parler à son conjoint de l'organisation, comment il envisage la vie au quotidien. Ça, c'est important, hein, de la même manière qu'il faut quand on souhaite aussi avoir des enfants, il faut aussi se questionner sur l'éducation, sur la charge et comment on envisage Les valeurs. la répartition, hein, finalement, parce que au bout du compte, c'est par prévention aussi qu'on peut pouvoir éviter déjà de cristalliser des habitudes. Hein. Parce qu'après, revenir sur des habitudes, c'est toujours compliqué, ça peut générer beaucoup de conflits. Et déjà, je pense que le dialogue et la prévention au maximum, en essayant de réfléchir à ces questions, profiter d'un déménagement, d'une situation aussi peut-être professionnelle, pour pouvoir peut-être réorganiser les cartes du jeu quand on est déjà depuis longtemps en couple. Mais c'est voilà quelque chose qui peut être vraiment très très intéressant. Mais carrément. Et tu vois, c'est une anecdote euh, par rapport à ça, c'est que là, ça fait quoi ça fait 1 mois et demi à peu près que j'ai une amie de longue date que je connais depuis 20 ans qui est venue s'installer à la maison. On a décidé de faire de la colocation. Et alors, on n'est pas en couple, par contre, on partage quand même un quotidien. Un quotidien où moi, j'ai mes enfants la moitié du temps. Et du coup, ça a demandé énormément de communication entre toutes les deux pour se dire, OK, on vit à deux, on partage la maison à deux, mais il y a les enfants qui sont là, qui sont une charge pour moi, qui ne doivent pas être une charge pour elle, parce que c'est pas son rôle. Et comment on organise le quotidien pour qu'elle participe au quotidien sans être trop impliquée non plus, qu'elle se sente pas obligée de le faire, en tout cas. Et même on en a beaucoup parlé au début et on continue là d'en discuter parce que on voit bien que ça s'ajuste. Là cette semaine, tu vois, par exemple, une petite anecdote, c'est que il y a des choses, je disais tiens, pour le repas on pourrait prendre une pizza à mettre au four, puis une brique de lait, une brique de soupe, ça faire pain simple, on n'a pas à se prendre la tête, les enfants ils sont contents. Elle fait ouais, mais attends, la soupe on peut la cuisiner maison et les pizzas on peut les faire maison, moi je peux faire la pâte et tout. Je sais grave, carrément, moi ça me fait plaisir, c'est super bon. Par contre ça prend du temps, t'es sûr, etc. Et au final, il y a le Covid qui s'est invité. Du coup, on est tous un peu fatigués. Et puis, on avait quand même prévu ça. Et puis, on n'a pas refait forcément de course. Et du coup, il y a un peu de fatigue qui s'est installée. Et ça a été un peu compliqué à gérer émotionnellement. Et du coup, on est revenu dessus après. Quand j'ai vu que voilà, émotionnellement, ça a saturé, je dis, attends, là, t'es fatigué, vas-y, on en parle et tout. Du coup, on a discuté. Et je dis, tu vois, c'est pour ça aussi que, tu vois, je sais qu'avec les enfants, ça peut être un peu plus compliqué le quotidien. Et du coup, il y a des fois, il faut juste pas se prendre la tête. C'est pas grave si c'est pas fait maison, on s'en fout. Tant qu'on mange et qu'on est content de manger, le reste, il y a des fois où on peut faire du plus simple. Et du coup, c'est aussi se permettre de se dire, ok, il y a des trucs sur lesquels on peut lâcher prise et il y a des trucs sur lesquels on prend du plaisir, mais il y a des moments où ça sera trop et on n'y prendra pas de plaisir. Et du coup, il faut réussir à se préserver des temps aussi où on fait du plus efficace et comme ça après on peut souffler quoi. Et du coup à partir du moment où il y a un partage de quotidien, c'est une question qui est avec un autre adulte, que ce soit en couple ou en coloc, je pense que c'est des questions qui sont vraiment importantes effectivement sur cette question de charge mentale de manière générale. Le règlement intérieur du couple, quoi. On en a discuté un peu dans le contrat de couple aussi, comment s'accorder du temps, comment... C'était dans les C'est besoins, des je choses qu'on crois. avait déjà abordées avec toi, Marie. Ouais. Dans les besoins aussi, mais en fait, c'est des choses qui reviennent de manière cyclique. Hein. C'est vrai qu'il y a des moments où communication, c'est toujours au centre de tout ça. C'est ça. Et mais de pouvoir envisager, ce que j'ai dit tout à l'heure, et je le répète, hein, c'est ne pas s'imaginer que l'autre pense comme soi. Donc du coup, pouvoir échanger pour accorder ses violons et se dire ok, on marche comme ça ou on marche comme ça. Quand il y a un enfant qui doit arriver, quelle valeur on doit partager, sur quelle valeur on est d'accord, c'est-à-dire quelle valeur on lâche un peu plus
tu laisses, et puis après on en discute. Je dirais prendre en compte que du coup on a le prisme, on a un prisme d'éducation différent aussi, donc on n'a pas été élevés chacun de la même manière, et donc forcément on peut avoir des attentes, des visions différentes. C'est vraiment pour ça que c'est important de communiquer, parce que nous, c'est ce que tu disais sur le fait qu'on peut pas penser pour l'autre étant donné qu'on n'a pas le même vécu, les mêmes expériences, et donc les mêmes la même façon de vivre les choses, surtout ça. Il faut aussi faire un choix entre, voilà, on peut pas être parfait, on sait que on va devoir faire peut-être une hiérarchie au niveau de ce qu'on attend, et pouvoir se détacher aussi beaucoup des injonctions. Je parle beaucoup des injonctions, mais c'est vrai que c'est ce qui nous structure un peu, et il faut se détacher aussi parfois de certaines qui vont être plus toxiques qu'autre chose, hein, finalement, parce que c'est aussi notre santé mentale qui rentre en compte. Donc à un moment donné, il faut accepter de se dire, voilà, je vais pas faire de la nourriture maison parce que je n'ai pas la possibilité en termes de temps de le faire, et à côté de ça, ça me permet de rester sereine, et ça c'est pas négligeable, hein, finalement, parce que, et voilà, c'est essayer de rentrer à chaque fois dans toutes les cases et essayer de se dire qu'on essaie d'être parfaite sur tous les niveaux, c'est compliqué, et c'est ça qu'il faut travailler. Et c'est ça qui entraîne le burn-out. Exactement. Marie, est-ce que tu pourrais nous donner quelques signes d'alerte qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille comme quoi on est en train de partir en burn-out? Ouais, mais effectivement, je pense qu'en premier, ça va être les problèmes de sommeil, le fait de faire des insomnies ou des réveils intempestifs où on est en train de penser à des trucs, où on se réveille le matin et le cerveau il se met en mode on, et on est en train de penser à tout ce qu'on a à faire, et ou le soir on s'endort pas parce qu'on est en train de passer en revue la journée ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire, etc., et que du coup du manque de sommeil va s'accumuler de la fatigue, et qui vont entraîner plein de petits trucs. Ça peut être de la perte d'appétit, ou de la prise de poids, ou des problèmes de peau, ou des douleurs chroniques musculaires, sentiment de tristesse accrue, l'impression d'avoir la tête sous l'eau non-stop, et de pas réussir à voir le bout du tunnel, quand on a un amoncellement de tâches qui s'accumulent et on n'en voit plus le bout, et donc on sait plus par où prendre les choses. Ça entraîne de l'angoisse, du coup ça entraîne un mal-être professionnel. Ou alors au début on va avoir tendance à prendre beaucoup de plaisir dans le travail parce que c'est un échappatoire, et du coup on va faire un surinvestissement dans le travail, et au final, comme il va y avoir beaucoup de fatigue, ça va aussi mal se passer au travail, et donc après il va y avoir ressortir les aspects négatifs du travail, et du coup plus de cynisme, etc., et ça peut entraîner une perte de concentration. Et effectivement, ce qu'il disait dans l'étude, toute cette fatigue, ce stress, cette irritabilité, ces angoisses, etc., ça peut aussi générer une perte de patience et une certaine agressivité, après dans des moindres mesures. Je pense que ça dépend de chaque personne et de sa capacité à gérer tout ça envers l'entourage proche, et qui en plus qui peut être mal vécu parce qu'on culpabilise de s'être énervé après les enfants parce qu'on a perdu patience, mais c'est pas de leur faute si on est fatigué au final, ou alors pas indirectement, eux ils ont rien demandé dans tout ça, et voilà, et du coup c'est un cercle vicieux. Du coup, quand on commence à avoir des problèmes de sommeil et qu'on pense à plein de trucs en même temps, on se pose 2 minutes, on se dit est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux changer avant que ça aille plus loin, parce qu'après c'est un peu galère pour remonter la pente. Merci Marie. Du coup, est-ce que vous avez des recommandations? Alors Marie, on va commencer par toi en tant qu'invitée. Alors moi, je recommanderais le compte Tapenséa, qui est au départ un compte Instagram de Pauline Charpentier, qui est ensuite devenu un collectif, et qui justement, précisément, il dénonce la charge mentale. Donc il y a des témoignages très réguliers de cas concrets de charge mentale. Donc Tapenséa, c'est vraiment un compte qui permet de mettre en lumière absolument tous les aspects de la charge mentale au quotidien. Évidemment, il y a aussi le compte d'Emma Clit, dont tu en as parlé déjà, Marie. Elle a écrit de nombreux ouvrages, la charge émotionnelle, la charge mentale, et encore quelques autres. Et puis, moi, j'avais aussi un livre à recommander, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le livre de Titiou Lecoq, qui se lit assez facilement, il est très court, et qui s'appelle Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Et c'est typiquement la réflexion de l'autrice sur justement sa prise de conscience de la charge mentale qui s'installe de manière pérenne au moment de l'arrivée d'un enfant en particulier. Voilà. Toi Marie, du coup,
Est-ce que tu as des choses? Ouais, comme d'hab. On n'est pas autant que les autres, mais j'en ai un petit peu. Mais du coup, je vais revenir sur Emma parce que j'ai acheté les 3 livres que j'ai lus. Du coup, le premier, c'est un autre regard qui alors présente plusieurs petites histoires ou anecdotes parce qu'il y a vraiment des réflexions sur plein de sujets de société. Mais il y en a plusieurs qui sont intéressants sur le sujet dedans. Alors, j'avais noté des choses sur la violence des opprimés, sur c'était quoi? Ah oui, l'histoire de ma copine C par rapport à cette histoire d'accouchement et de non prise en charge ou d'écoute ou de minimisation aussi de ce qu'elle peut ressentir cette personne. Le regard masculin. Il y en a plein dedans. Voilà, il y en avait plusieurs qui étaient intéressants dans ce premier tome. Après, il y a un autre regard 2, où là, il y a 5 histoires de femmes qui parlent pareil de différents sujets. Et du coup, dedans, il y en a 2 en particulier. Fallait demander, dont tu parlais tout à l'heure, Marie, qui est aussi sur le blog d'Emma. Et L'attente, qui parle, j'ai trouvé ça super intéressant, sur le fait que... elle explique qu'en fait, son conjoint... dépose leur enfant le matin avant d'aller au travail et qu'elle le récupère le soir. Et du coup, elle part assez tôt du travail. Et après sa journée de travail, elle enchaîne avec la deuxième journée de maman. Et du coup, lui, son conjoint, il rentre assez tard. Et souvent, des fois, c'est un peu compliqué ce moment-là. Et surtout en tant que femme, au travail, elle est regardée en mode ça va, elle part pas trop tard, dis donc. Et du coup, alors qu'en final, elle rentre pas se reposer. Et qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont au travail jusqu'à souvent tard et qui priorisent du coup leur vie professionnelle à l'instar de leur vie familiale parce qu'ils ont aussi été éduqués ou sociétalement projetés comme ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est toujours le résultat de cette construction. Souvent, ça se joue de manière inconsciente. Et il y en a aussi qui se réfugient dans le travail comme un échappatoire pour éviter de rentrer à la maison justement en plein rush et de devoir participer. Malheureusement, il faut aussi le simuler. Oui. Et le dernier que j'ai acheté et que j'ai pas encore fini de lire, mais qui s'appelle Des princes pas si charmants, qui là est vraiment du coup autour de cette notion de charge mentale, qui présente différentes histoires aussi, qui va parler de sujets autour des privilèges masculins, l'exploitation de la division de classe, la galanterie qui en forme de pouvoir et du coup l'impact que ça a sur les femmes et comment ça se répercute dans le quotidien et dans ce que ça joue sur la charge mentale des femmes. Voilà pour Emma, plus le compte Insta évidemment et son blog. Et la deuxième reco que je voulais vous faire, et ça sera tout pour moi, c'est un livre qui s'appelle « Et si on en finissait avec la ménagère » de François Fatou, aux éditions Belin, qui explique que on pensait la ménagère de moins de 50 ans en voie de disparition, et du coup dans son livre, non, on montre qu'il y a une grosse résistance à la séparation des rôles entre hommes et femmes dans la sphère domestique, et du coup l'incidence que ça peut avoir dans la sphère professionnelle. Et le livre montre aussi quand même l'intérêt qu'il y a à partager les tâches et à les valoriser des deux côtés. Voilà pour moi. Merci Marie. Et alors moi, du coup, j'ai 2 podcasts à vous recommander. L'épisode 4 de La Maître-Essence, où Anaïs du blog Parisienne Avor aborde du coup le thème du coup de la charge mentale et de la répartition des rôles à l'arrivée de l'enfant. Donc là, c'est plutôt un témoignage de maman. Et il y a aussi le podcast Ambitieuse, l'épisode 32, où il y a l'exploration de la charge mentale avec Laurine, qui est une psychologue, qui est psy. Je sais pas si elle est psychologue ou psychiatre, je suis désolé, mais qui du coup qui aborde à travers du coup ses consultations un retour autour de toute cette charge et des petits tips pour pouvoir en sortir. Les 2 sont très très riches et assez diverses pour vous amener un regard complémentaire par rapport à notre podcast. Eh ben, on va vous dire merci les gens de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode. Merci à toi Marie d'avoir accepté notre invitation à participer à cet épisode sur la charge mentale et pour la richesse de tous nos échanges de ce soir. Merci à vous deux. Et on se retrouve le mois prochain pour parler de la construction d'identité sexuée
avec PsychoQuack. Comme pour cet épisode, n'hésite pas à partager tes témoignages, tes expériences ou tes questionnements sur la boîte privée Insta, Facebook ou par mail à le temps d'une liberté@gmail.com. On sera très heureux de te lire et de pouvoir partager ça lors du prochain épisode. Ouais, on a super hâte de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, n'hésitez pas à partager le podcast sur Insta, bien sûr, mais aussi sur Facebook, pourquoi pas par mail, dans vos boîtes aux lettres, par pigeon voyageur, à dos de cheval, à dos d'âne, ou en dromadaire, pourquoi pas.